Le steak saignait encore dans mon assiette quand elle l'a dit. Tu t'excuses ou tu pars. Pas un cri, pas une supplication, juste un verdict. Comme si j'étais en procès dans ma propre putain de cuisine. La même cuisine que j'ai refaite de mes propres mains quand Blake a accidentellement enfoncé un pied de chaise dans le sol Noël dernier. La même table que j'ai construite avec du noyer de récupération l'année où Dylan a eu son diplôme et n'arrêtait pas de pleurer parce que son père n'était pas venu une fois de plus. J'ai regardé autour de moi, fourchette à la main. Dylan chipotait ses pommes de terre comme s'il n'avait rien entendu. Blake a gloussé, la bouche pleine. Allez, Greg. Ne recommence pas avec ces histoires de loyer. Tu sonnes comme un avis d'expulsion. Je n'ai pas ri. Je ne plaisantais pas. 6 mois qu'il a fini la fac, boit ma bière, utilise mes outils, ne travaille pas, ne paie pas. Il a un fauteuil de gamer à $1000 dans la chambre où je lisais des histoires au coucher. Et Cheryl. Cheryl me regardait comme si j'étais un étranger qui essayait de discipliner le chien de quelqu'un d'autre. Tu ne parles pas à mes garçons comme ça, a-t-elle répété, lentement et sèchement. Tu t'excuses ou tu pars. 60 ans, a fait de guerre. Manquer la naissance de mon neveu pour réparer une station radar en panne pendant un typhon. Élever ces deux-là comme s'ils étaient les miens quand leur vrai père envoyait des cartes postales 2 fois par an et oubliait les anniversaires. J'ai appris à Blake à conduire. Je suis resté éveillé avec Dylan quand il a eu cette grippe qui nous a tous fait peur. J'ai payé les bagues, les candidatures à l'université, les accrochages. J'ai signé des chèques et le silence, réparé les fuites avant que quiconque ne remarque qu'elles étaient là. Et maintenant, je suis jetable. Un invité qui abuse de l'hospitalité. J'ai regardé Cheryl, ses lèvres pincées, ses yeux vitreux, mais froids. Et pour la première fois en 22 ans, j'ai réalisé qu'elle avait un plan de sortie. Je n'avais juste pas lu les petits caractères. Alors, je me suis levé, j'ai posé délicatement la fourchette sur l'assiette, la viande intacte, le jus s'étalant comme une scène de crime, et j'ai marché vers la porte coulissante en verre. J'ai vu le sourcil de Cheryl tressaillir, attendant que je dise quelque chose, que je dramatise. Mais non, pas de mots, pas de supplications, pas de claquement de porte, juste le lent clic de mes bottes sur le carrelage, le murmure de la porte moustiquaire et le bruit de leurs pas qui ne suivaient pas dehors, le vent sentait les feuilles brûlées et la pluie lointaine. J'ai marché jusqu'au pick-up, je suis monté, et j'ai démarré le moteur. C'était plus silencieux que ce à quoi je m'attendais, comme si le monde était déjà passé à autre chose. Je n'ai pas pris de valise, je n'ai pas fait de sac parce qu'on ne fait pas de sac quand on ne part pas. On s'en va, c'est tout. Le siège du conducteur a craqué sous moi comme s'il se souvenait de plus de choses qu'il ne le devrait. Le même pick-up que j'ai utilisé pour transporter le premier vélo de Blake quand il pleurait parce qu'il avait des rayons de la mauvaise couleur. Le même pick-up qui a conduit la mère de Cheryl à ses séances de dialyse après son AVC. Le même pick-up que j'ai conduit à tous les magasins de bricolage dans un rayon de 80 km pour essayer de trouver exactement le carrelage que Cheryl voulait pour la salle de bain à l'étage parce que crème et ivoire ne sont apparemment pas la même chose. Je l'ai garé au bord du lac. Celui avec le ponton tordu et le banc cassé qu'on n'a jamais réparé. Celui où j'ai appris aux 2 garçons à appâter un hameçon même quand ils étaient trop sensibles pour toucher les verres. Blake a attrapé son premier poisson lunicie. Dylan a pleuré quand on a dû le rejeter. J'ai passé des nuits blanches à poncer de nouvelles cannes, à regarder des vidéos YouTube sur les techniques de lancer juste pour garder leur attention quand ils ont commencé à préférer les iPads aux lignes de pêche. Maintenant, le lac était calme. Immobile, comme s'il attendait que je dise quelque chose, mais je n'avais plus rien à dire. J'ai incliné le siège vers l'arrière, j'ai croisé les bras et j'ai fixé le plafond de la cabine. Au-dessus de moi, de vieux reçus flottaient depuis le pare-soleil. Un d'une station-service juste à l'extérieur de Tchad où Blake a vomi du chili d'os sur la banquette arrière. Un d'un restaurant routier où Cheryl jurait qu'il faisait les pires œufs de toute l'histoire de l'humanité. Mais elle a quand même fini toute l'assiette. J'aurais pu aller dans un hôtel, j'avais l'argent, mais ça aurait donné l'impression de m'inscrire à une punition. Et ce n'était pas une punition. C'était une clarification. J'ai laissé le moteur tourner au ralenti pendant un moment. Je ne suis pas sûr de pourquoi. Peut-être pour faire semblant que j'avais encore un endroit où aller. Sûrement parce que le silence ressemblait à un haban. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais. Cheryl pliant sa serviette comme si elle rangeait les lieux d'un crime. Blake souriant d'un air suffisant.
Dylan évitant le contact visuel comme un lâche déguisé en loyauté. Mes côtes étaient serrées comme si quelqu'un avait serré une ceinture autour de ma poitrine et avait oublié la boucle. Je n'étais pas en colère. C'était le pire. La colère aurait eu du sens. M'aurait donné du carburant. Mais tout ce que je ressentais, c'était cette absence sourde et pesante, comme si mon nom avait été effacé de leur histoire, et que je ne remarquais que maintenant la page blanche. À 5h42 du matin, un écureuil a sauté sur le capot. M'a fait une peur bleue. J'ai ri. Premier vrai rire depuis la nuit précédente. Court, amer. Je l'ai regardé me fixer pendant un instant avant de s'enfuir en courant. Puis j'ai mis le pick-up en marche. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas vérifié le rétroviseur. Je n'ai pas touché à mon téléphone. Le nord me semblait être la seule direction qui n'était pas en arrière. Et plus je conduisais, plus ça me frappait. Je ne suis pas parti vaincu. Je suis parti parce que c'était la première fois que je réalisais que j'étais le seul à être jamais resté. Cheryl n'a même pas levé les yeux de son téléphone ce soir-là. Quand je suis sorti, je veux dire, elle a pensé que c'était une de mes petites promenades de décompression, comme si j'étais un retriever lunatique qui avait besoin de renifler des arbres jusqu'à ce que je me calme. Elle a posé sa fourchette, a essuyé le coin de sa bouche et a dit qu'il reviendrait une fois qu'il se rendrait compte qu'il avait réagi de manière excessive. D'un ton neutre, comme si je sortais juste les poubelles et que je m'étais perdu sur le chemin du retour. Blake a ri. Il reviendra en rampant d'ici vendredi. Il le fait toujours. Dylan n'a rien dit. Il s'est juste resservi un verre. Les yeux rivés sur le réfrigérateur, comme si la conversation était une rediffusion télévisée maladroite qu'il avait déjà vue trop de fois. L'audace. Vous voyez, c'est ce qui arrive quand vous apprenez aux gens que la fiabilité est juste votre valeur par défaut. Ils la confondent avec l'obéissance. Le lundi matin est arrivé. Mon côté du lit était encore intact. Cheryl l'a fait sans réfléchir. Coin de drap bordé à l'hôpital, comme si elle effaçait des preuves. Mardi, elle a appelé à l'atelier. Linda, ma comptable à temps partiel, a répondu « Non, je ne l'ai pas vu. » Tout va bien? Bien sûr, Cheryl a menti. Il a juste oublié où il avait dit qu'il serait aujourd'hui. Elle n'a pas mentionné le dîner, l'ultimatum, le son d'un homme choisissant le silence à la servitude. Mercredi, Blake avait déjà réquisitionné mon fauteuil inclinable, pied en l'air, manette en main, la bouche pleine de chips. Peut-être que tu avais juste besoin d'une pause par rapport à tes réprimandes, a-t-il marmonné, sans même regarder sa mère. Cheryl ne l'a pas corrigé. Elle était trop occupée à vérifier son téléphone encore et encore. Jeudi après-midi, elle a appelé mon frère en Arizona. Greg est avec toi? Un silence. Alors, devrait-il l'être? Elle n'a pas répondu à cela. Vendredi, l'air était différent, vicié. Le silence n'était plus paisible. Il avait commencé à bourdonner. À résonner. Elle a ouvert le garage et a regardé l'endroit où je rangeais ma boîte à outils, disparue. C'est là qu'elle a remarqué la poussière. Je n'étais pas simplement parti. J'avais enlevé des choses avec soin, intentionnellement. Pas de désordre, pas de colère, juste une absence. Elle a appelé les hôpitaux ensuite. Pour donner mon nom. Puis le bureau du shérif. Rien. Aucun accident signalé. Pas de John Doe. Pas de signalement de personnes disparues parce qu'elle n'était toujours pas prête à admettre que j'avais disparu. Cela rendrait la chose réelle. Vendredi soir, Dylan est rentré à la maison et l'a trouvé à la table à manger, fixant son téléphone comme s'il lui devait des réponses. Toujours rien. Elle n'a pas réagi. Il est allé au réfrigérateur, a pris une bière, a dévissé le bouchon et a dit « Tu crois vraiment qu'il s'est barré pour une histoire de loyer ?» Elle a cligné des yeux, l'a regardé comme s'il était un étranger. « Ce n'était pas une question de loyer », a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas ça, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait parce qu'elle n'avait jamais vraiment écouté. Greg était le bruit de fond. Les éléments actifs, l'ombre que l'on prend pour le mur jusqu'à ce qu'elle disparaisse et que l'on réalise qu'elle soutenait tout. Samedi matin, elle a vérifié mon historique de localisation. Il n'avait pas été mis à jour depuis le moment où je suis parti. Elle a essayé d'appeler à nouveau, directement sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message. « Greg, ça suffit. Rentre à la maison. »
Elle ne l'a pas effacé ensuite. Elle l'a écouté à nouveau. Et c'est là qu'il y a eu la première fissure dans sa voix, parce que c'était là. Première fois qu'elle réalisait que je ne bluffais pas. J'étais parti. La ville n'était sur la route de nulle part. Il fallait vouloir y aller. Une étendue de bitume brisé qui menait à une seule station-service, un seul bar qui vendait encore des cigarettes derrière le comptoir, et un garage de mécanicien qui n'avait pas changé son enseigne depuis 1984. Parfait. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai fixé l'enseigne rouillée qui se balançait au vent. Allez Repair and Welding. Mon père m'emmenait ici l'été quand j'avais 10 ans. Je me souviens de l'odeur de graisse et de pain grillé brûlé. Du son d'Hank Williams qui résonnait d'une vieille radio poussiéreuse perchée sur une étagère écaillée. Elle est partie maintenant. Son fils Rudy tient l'endroit. Plus lent, plus silencieux, il lui manque la moitié de ses dents, mais il reste vif derrière les yeux. Il n'a pas posé trop de questions quand je lui ai dit que je cherchais un endroit où rester, il m'a juste jaugé d'un œil et a dit « chambre à l'étage ». Argent comptant seulement. Pas de bruit, pas d'invité. Parfait, ai-je dit. Il m'a tendu une clé qui avait l'air de sortir d'une cellule de prison et s'est retourné vers son carburateur sans un mot de plus. J'aime ça. La pièce sentait le CDI 40 et les vieux livres de poche. Une fenêtre, un lit assez dur pour remettre votre colonne vertébrale en place, une chaise qui branlait, un frigo qui bourdonnait plus fort qu'un moteur à réaction. J'ai déballé mon sac de voyage, 2 chemises, un rasoir et un exemplaire de Astérisque Zen et l'art de l'entretien des motocyclettes Astérisque que je n'avais pas touché depuis 98. Et pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais responsable du confort de personne. Je restais à l'écart, je réparais ce que je pouvais. Madame Dalton, la veuve qui tenait la boulangerie, a fait rouler un déambulateur cassé le 2e jour. Ses mains tremblaient quand elle a demandé si je pouvais jeter un coup d'œil. Je n'ai pas demandé d'argent, j'ai juste hoché la tête, resserré les boulons, nettoyé les roues, graissé les charnières. Quand elle est revenue le chercher, elle a laissé un sac de sablé et un thermos de café à côté. Pas de mots, pas de bavardage. C'est devenu un rythme. La tondeuse d'un ancien combattant à la retraite ne voulait pas démarrer. Le BMX d'un gamin avait une jambe tordue. Un vieil homme a fait rouler un moulinet de pêche cassé avec plus d'espoir que de bon sens. J'ai peu parlé, j'ai travaillé tranquillement, j'ai accepté le paiement sous forme de sandwich, de tarte aux pommes, ou simplement le rare signe de respect qui venait d'hommes qui avaient enterré trop d'amis pour gaspiller des mots. Personne n'a posé de questions sur mon passé. Personne ne se souciait de savoir d'où je venais, ni pourquoi je boitais quand il pleuvait, ni pourquoi je m'asseyais parfois près de l'abri pendant des heures sans bouger. Je n'étais pas Greg le beau-père. Greg le réparateur. Greg, celui qui sait toujours où est le ruban adhésif. J'étais juste G, selon Rudy, qui ne prenait plus la peine de se souvenir des noms complets. J'aime ça aussi. Le silence ici ne me pesait pas sur la poitrine comme dans cette maison. Il n'accusait ni ne raisonnait. Il était juste là. Je m'asseyais derrière le garage la plupart des soirs, les jambes tendues, un café à la main, à regarder le soleil fondre derrière les arbres. Je n'allumais pas mon téléphone, je ne consultais pas les nouvelles, je ne regardais pas la météo. J'attendais juste que les étoiles me rappellent que j'existais encore. Je dormais mieux, je rêvais moins. Il n'y avait pas de calendrier au mur, seulement une horloge qui retardait. Je ne l'ai pas réparée. J'ai appris que certaines choses sont meilleures quand elles ne fonctionnent pas au rythme de quelqu'un d'autre. Cheryl n'a pas paniqué au début. Cela aurait nécessité de la vulnérabilité. Et Cheryl n'est pas vulnérable. Elle est contrôlant. Elle a supposé que je reviendrais en rampant après quelques jours de décompression dans un motel avec une mauvaise télévision et un café encore pire. Quand une semaine s'est écoulée et que le silence est resté épais, elle est passée au plan B, les apparences. Elle a commencé doucement, à appeler sa sœur dans l'Oregon sous prétexte de prendre des nouvelles. A glissé un beau fait désinvolte. Vous n'avez pas eu de nouvelles de Greg, vous? Non, a répondu sa sœur en mâchant quelque chose. Pourquoi? Cheryl a marmonné quelque chose à propos d'une partie de pêche. Une spontanée. Il avait juste besoin d'espace. Le lendemain, elle a appelé Dan, le responsable de la VFW locale. Il ne m'avait pas vu depuis la loterie de Noël. Pareil pour Bob et Mara, nos voisins qui m'avaient un jour supplié de réparer leur fournaise à 2 heures du matin alors que Blake portait encore des couches. Chaque appel resserrait la boucle autour de son cou.
Elle a contacté mon vieil ami de l'armée de l'air, Paul, celui pour qui j'ai traversé 3 États quand sa femme est morte. Sa voix était monocorde. S'il voulait que tu le trouves, a-t-il dit, tu l'aurais déjà fait. Elle a raccroché en plein milieu de sa phrase. Le fait est que Cheryl n'a jamais réalisé que pendant qu'elle était occupée à être le centre de la maison, j'étais l'infrastructure. Je n'ai pas demandé d'éloge. J'ai juste fait en sorte que les choses fonctionnent. Maintenant, sans moi, les choses ont cessé de fonctionner. Dylan a essayé de faire la lessive et a fini par inonder la salle de bain du bas. Blake a fait sauter un fusible en essayant de réparer le routeur Wi-Fi. Ils ont commandé des plats à emporter 4 soirs de suite jusqu'à ce que le livreur commence à appeler Blake par son nom et à demander si le vieux allait revenir. Puis est arrivé le paiement de l'hypothèque. Aucune idée de l'endroit où se trouvait le chéquier. Puis l'assurance, la facture de gaz, les impôts trimestriels pour le garage. Il s'est avéré que Greg le fantôme était le seul à empêcher le navire de couler. Cheryl n'avait aucune information de connexion pour les comptes. N'arrivait pas à accéder au registre de l'atelier. Ne savait pas que le code d'alarme se réinitialisait tous les dimanches soirs s'il n'était pas remplacé manuellement. Il s'est déclenché à 3 heures du matin et la police est arrivée. À la 2e semaine, elle a ouvert le tiroir à bric-à-brac. Dans la cuisine, fixant un poing dans le vide. Ce tiroir lui avait toujours semblé être le chaos personnifié. Des vis éparses, des trombones, des post-it, des clés dont personne ne se souvenait plus. Pour moi, c'était un système, et il avait disparu. Chaque fois qu'elle essayait de recoller les morceaux, de trouver un reçu, de localiser un manuel, de se rappeler ce fichu mot de passe de l'email professionnel, elle se heurtait au même mur. Greg faisait ça, et Greg ne répondait pas à son téléphone. Blake a essayé, a appelé une fois, a laissé un message vocal. Et mec, si c'est une sorte de leçon ou un truc du genre. Ok, cool. On a compris. Mais là, ça devient n'importe quoi. Je parie qu'il avait répété ça. Je parie qu'il pensait que ça sonnait mature. Ce n'était pas le cas. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait de la prise de conscience soudaine qu'il n'avait aucune idée de comment fonctionner sans l'homme qu'il traitait comme du papier peint. À la 3e semaine, Cheryl se tenait dans le garage, fixant le calendrier que j'utilisais pour noter les vidanges et les factures des fournisseurs. Elle a passé sa main sur un clou dans le mur avec lequel ma ceinture à outils avait l'habitude de pendre. C'était petit, stupide, mais ça l'a brisé parce que, pour la première fois, elle a réalisé que je n'avais pas oublié de la prendre. J'ai choisi de la laisser derrière moi parce que je voulais qu'elle voie à quoi ressemble le monde sans l'homme qui n'a jamais eu besoin d'un merci jusqu'à présent. Ils avaient l'habitude de plaisanter en disant que j'étais juste le type de la clé à molette. Cheryl l'a dit une fois à une fête de Noël, en riant dans un verre de merlot en subit. Greg s'occupe des trucs crades. Moi, je m'occupe des vraies affaires. Tout le monde a gloussé. J'ai souri, je me suis versé un autre bourbon et je n'ai rien dit. Mais maintenant, sans le type de la clé à molette, l'entreprise se vidait de son sang. Lentement, silencieusement et irrésistiblement. Ça a commencé par un retard dans les pièces détachées. Cheryl ne parvenait pas à se connecter au tableau de bord du distributeur. Le mot de passe avait été enregistré dans ma tête, nulle part ailleurs. Elle a appelé le représentant, est tombée sur sa messagerie vocale, a essayé d'envoyer un email, pas de réponse. Il s'avère que, lorsque vous ne payez pas les factures à temps et que vous ne répondez pas avec les codes de commande exactement corrects, il cesse de vous accorder les appels de courtoisie. Ensuite, il y a eu la planification. J'avais un système, un vieux calendrier papier dans l'arrière-boutique et un système de post-it qui ressemblait au chaos, mais qui fonctionnait mieux que n'importe quel logiciel qu'elle ait jamais suggéré. Cheryl a essayé de tout numériser une fois. A dépensé $700 dans un système PS sophistiqué que nous n'avons jamais entièrement configuré. J'ai encore la boîte quelque part. Maintenant, les rendez-vous se chevauchaient. 2 clients se sont présentés à 9 heures du matin. L'un est parti furieux, n'est jamais revenu. La semaine suivante, une dame a appelé au sujet de sa Ford Focus qui était restée dans l'atelier sans être touchée pendant 4 jours. Elle a laissé 3 messages vocaux. Personne n'a répondu à son appel. Elle l'a remorqué dans un autre garage, a laissé un avis d'1 étoile sur Yelp. C'était le début de l'exode. Monsieur Reynolds, le vieux veuf avec les ailes camion de 78, avait l'habitude de m'apporter des barres au citron tous les jeudis après que j'ai fait la rotation de ses pneus. Il a cessé de venir. Le mot s'est répandu.
Il s'avère que les clients ne viennent pas pour l'entreprise. Ils viennent pour la personne derrière le comptoir qui se souvient de leur nom, du nom de leur chien et de ce bruit de grincement bizarre que faisait leur silencieux depuis 2016. Et moi, j'étais parti. La comptabilité était un désastre. Des reçus fourrés dans une boîte à chaussures. Cheryl a essayé d'embaucher un comptable à temps partiel. Il a démissionné au bout d'une semaine. Il a dit que les registres ressemblaient à une note de rançon écrite par un raton laveur. Ces mots. La paie a été rejetée une fois, puis 2 fois. Blake, le doux, l'illusionné Blake, a pensé qu'il pouvait aider en commandant lui-même des pièces. A fini par payer le double parce qu'il a cliqué sur une publicité sponsorisée et a acheté des alternateurs contrefaits auprès d'un drop sapé au Vietnam. 3 remboursements plus tard, Cheryl lui a interdit de toucher l'ordinateur de l'entreprise. Dylan a proposé de donner un coup de main, lui aussi. S'est ennuyé au bout de 2 jours. A dit que c'était trop répétitif. J'avais l'habitude de me lever à 5h30 du matin tous les jours, de conduire jusqu'à l'atelier, de balayer les sols, de vérifier l'inventaire, d'aiguiser les lames de la tondeuse autoportée que j'avais juré que nous remplacerions un jour. Je savais quels clients avaient besoin d'un plan de paiement et lesquels donneraient un pourboire en espèces si vous régliez le problème rapidement. Je savais quelle ampoule clignotait si la climatisation se mettait en marche trop fort et comment donner un coup de pied au chauffage pour le faire ronronner à nouveau. Il ne savait rien de tout ça. Ne voulait pas le savoir jusqu'à présent. À la fin du mois, nous avons perdu 4 clients de longue date. Cheryl passait des coups de téléphone avec cette fausse voix douce qu'elle n'utilise que lorsqu'elle a peur. Proposait des réductions, demandait une autre chance. Personne n'a mordu à l'hameçon. L'air dans l'atelier a changé. Il faisait toujours chaud quand j'étais là. De la vieille musique rock, une odeur de café et de liquide de refroidissement. Maintenant, ça sentait la poussière et le désespoir. Et chaque fois que quelqu'un demandait « Où est Greg ?», il disait « Il prend un peu de temps libre ». Mais à la façon dont la voix de Cheryl se brisait sur le mot « libre », on pouvait l'entendre. Il ne savait pas si j'allais revenir un jour. Et plus important encore, il commençait à réaliser que je n'avais aucune raison de le faire. C'est arrivé un mardi. La pluie frappait la fenêtre comme un vieil ami trop honteux pour frapper. Rudy l'a laissé sur l'établi à côté d'un grille-pain cassé que quelqu'un avait déposé la veille. Du courrier pour G, a-t-il dit, en souriant comme si c'était une blague. Personne ne connaissait mon nom complet dans cette ville, pas même Rudy. Je ne l'ai pas corrigé. Ça n'avait pas d'importance. Pas d'adresse de retour. Pas de timbre non plus, ce qui signifiait que quelqu'un l'avait déposé à la main. Quelqu'un qui ne voulait pas répondre. Juste une réaction. L'enveloppe était rose pâle, du papier à lettres bon marché, froissé sur les bords comme si elle avait été fourrée dans un sac à main trop longtemps. Je l'ai fixée pendant 1 minute, j'ai pensé à la jeter directement à la poubelle. Mais la curiosité est une sacrée drogue. Je l'ai ouverte. 4 mots, griffonnés de l'écriture précipitée et reconnaissable de Cheryl. Reviens à la maison. Tu as gagné. Pas d'excuses, pas de remise en question, pas de prise de responsabilité, juste une petite fusée de détresse tirée vers le ciel depuis un navire en train de couler qui n'avait jamais pensé prendre l'eau. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, puis j'ai ri. Un rire sec, amer, qui venait du plus profond de ma poitrine, un rire qui avait un goût de fer. Rudy a passé sa tête dans l'atelier, curieux. J'ai secoué la tête et je lui ai fait signe de partir. Il n'a pas insisté. Je suis allé derrière l'atelier jusqu'au vieux baril brûlé que j'avais traîné hors des mauvaises herbes la semaine de mon arrivée. J'ai jeté l'enveloppe dedans, j'ai craqué une allumette, je l'ai regardée se recroqueviller et noircir, se replier sur elle-même comme si elle avait honte de ses propres mots. 3 semaines et c'est tout ce qu'elle a pu rassembler. Pas « je suis désolé ». Pas « j'avais tort ». Juste tu as prouvé ton point. Comme si c'était un jeu de celui qui cède le premier et que j'avais gagné un trophée au lieu de décennies de silence. J'ai sorti le cahier à spirale usé que je gardais dans le tiroir à côté de mon lit. Celui avec des taches d'huile sur les coins et une reliure cassée. J'ai tourné à une page blanche et j'ai écrit en lettres capitales. Ce n'est pas une question de prouver un point. C'est une question de n'avoir jamais fait partie du tableau. Juste en arrière-plan, souligné arrière-plan 2 fois, j'ai fermé le livre. Il fut un temps où j'aurais. Il s'accrochait à cette lettre comme à une corde de sauvetage. Il s'était pointé à V. C'est des fleurs. Il s'était excusé de l'avoir mise mal à l'aise.
Il avait appelé les garçons et avait fait comme si nous avions tous été mal compris. Mais cet homme, Greg le pacificateur, Greg Lacole, était resté dans cette cuisine. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le silence n'est pas la punition. C'est la liberté dont elle n'a jamais réalisé que j'avais envie. Tout a commencé avec la tondeuse à gazon. Blake a roulé sur un jouet en corde à moitié enterré que le chien du voisin avait laissé traîner. Quelque chose a cassé le moteur, a émis un dernier râle et est mort. Il a soulevé le capot, a regardé à l'intérieur comme si, par peur, il allait se réparer tout seul. Puis, il a appelé Dylan. Dylan a cherché une vidéo sur YouTube, a regardé un type nommé Mozedan 1993 expliquer le fonctionnement des carburateurs pendant 17 minutes, a essayé de suivre, s'est retrouvé couvert d'huile et de pulpe d'herbe, des boulons éparpillés comme des dés sur l'allée. Cheryl regardait depuis le porche, les bras croisés. « Tu vas salir ta chemise », a-t-elle lancé. Blake a répliqué sèchement. Si Greg n'avait pas disparu, la tondeuse ne serait pas notre problème. Le silence qui a suivi a été plus dur que le moteur cassé. Plus tard dans la semaine, les toilettes du haut se sont bouchées, l'eau a débordé dans le couloir. Dylan a attrapé la ventouse, s'y est pris comme s'il se battait contre un cambrioleur. Ça a empiré les choses. Cheryl a hurlé lorsque l'eau a commencé à s'infiltrer dans le placard à linge. Ils ont appelé le plombier. Dans 3 jours. En attendant, ils utilisaient la station-service en bas de la rue. Blake jurait que ça sentait le vieux jambon et la moquette mouillée. Cheryl a refusé d'y aller. Dylan a failli en venir aux mains avec le pompiste après avoir demandé la clé des toilettes trop de fois. Ensuite, le chauffe-eau a rendu l'âme. Veilleuse éteinte. Cheryl se tenait dans le sous-sol en robe de chambre, tenant un briquet d'une main tremblante. Elle avait vu Greg le faire une centaine de fois. Elle ne s'était jamais donné la peine d'apprendre comment faire. Au bout de 10 minutes, elle a abandonné, a pris une douche froide, a pleuré dans une serviette. Ce soir-là, elle s'est tenue dans la cuisine, a ouvert un tiroir et a sorti un tournevis. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait juste besoin d'avoir l'impression de savoir quoi en faire. Le lendemain matin, elle a renversé le bac de recyclage. Des bouteilles ont cliqueté sur le sol. Elle s'est penchée pour en ramasser une et a remarqué que le thermostat clignotait en rouge. Le système de chauffage, ventilation et climatisation était de nouveau en panne. Elle a regardé l'écran, le cœur battant, incapable de détourner le regard, parce qu'elle a réalisé quelque chose de brutal. Greg ne laissait jamais les choses aller aussi loin. Elle se moquait de lui parce qu'il était obsessionnel, vérifiant toujours les veilleuses, tirant la chasse d'eau à des heures indues, resserrant des vis dont personne ne remarquait qu'elles étaient desserrées. Elle pensait qu'il faisait ça parce qu'il s'ennuyait. Non, il le faisait parce que c'est ce que fait une fondation. Elle soutient les choses en silence, et visiblement, sans applaudissements. Jusqu'au jour où la maison craque un peu plus fort et que vous réalisez que la fondation a disparu. Le courrier a commencé à s'accumuler. Les factures du garage, les avis de retard. Les comptes étaient verrouillés derrière les mots de passe de Greg, derrière les systèmes de Greg, dans un monde que Greg avait construit et jamais expliqué parce que personne n'avait jamais demandé. Et maintenant, ils étaient exclus de tout. Pas seulement des systèmes, mais du rythme, de la paix, du confort de savoir que les choses fonctionnaient. Chaque porte qui grince, chaque ampoule qui vacille, chaque évacuation lente, chaque petite chose qu'ils ignoraient auparavant criait présentement la même vérité. Greg était celui qui rendait cette maison habitable. Pas grand, pas bruyant, mais indispensable. Et présentement, il était parti. Et tout s'écroulait. Une vis, un silence, un. Comment faisait-il ça, déjà? Pendant des semaines, 28 jours. 672 heures de silence délibéré. Je n'avais pas allumé mon téléphone une seule fois. Je l'avais laissé dans la boîte à gants, la batterie à plat, glacée, comme un corps qui attend l'autopsie. Je m'étais dit que je ne le rallumerais jamais, que je n'avais pas besoin du bruit, des excuses, du drame. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Peut-être était-ce le gamin du cours de soudure qui m'avait fait un dessin de moi réparant son vélo avec un grand cœur rouge au-dessus de mon visage. Sûrement était-ce l'odeur de fumée d'érable qui s'échappait de la plaque de Rudy. Ou sûrement voulais-je juste voir s'il faisait encore semblant que je n'avais pas d'importance. J'ai tenu le téléphone comme s'il allait me mordre, je l'ai branché, je me suis assis sur le sol de l'atelier pendant qu'il reprenait vie. Quand l'écran s'est finalement allumé, il a bégayé sous le poids de tout ça. 67 appels manqués,
31 messages vocaux, 122 SMS non lus. J'ai fait défiler. Cheryl. 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 Blake. Cheryl. Dylan. Inconnu. Cheryl. J'ai ouvert le premier message vocal par curiosité morbide. La voix de Blake. Sérieusement, tu as fait ton effet, mec. Ça devient pathétique. Grandis et reviens. On a besoin de toi au garage. Clique deuxième message. Cheryl. Fatigué. Irrité. Tu es dramatique. Ce n'est pas ce que font les adultes. Tu fais du mal aux garçons. Clique troisième message. Dylan. Calme. Je sais que je n'ai pas dit grand-chose, mais eux, on ne voulait pas. Tu es juste parti, mec. Je suppose. Appelle maman, s'il te plaît. Quatrième message. Cheryl à nouveau. Un ton différent cette fois. Tremblante. Greg. J'avais tort. Reviens, s'il te plaît. Tu me manques. Les garçons, tu manques. La maison ne se sent pas bien. Je ne me sens pas bien. Sa voix s'est brisée sur le mot manque. Comme si ça lui coûtait de le dire. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai enregistré. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'elle en avait besoin. Les SMS étaient un spectacle d'horreur, de passivité agressive et de désespoir. Un jour, elle envoyait « J'espère que tu vas bien ». Le lendemain, grandit. Une semaine plus tard, on ne sait même pas où est le boîtier de la fosse septique. Puis, s'il te plaît, dis-moi juste que tu es en sécurité. Puis, je n'arrive pas à dormir. Puis, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. J'ai posé le téléphone sur l'établi. Je l'ai laissé vibrer avec un autre appel. Je l'ai laissé vibrer encore. Je n'ai pas répondu. Parce que voici ce qu'il en est. Ils n'ont jamais compris. Il ne s'agissait plus du silence. Il s'agissait du fait que j'avais enfin trouvé un endroit où je n'avais pas à élever la voix pour être vu. Alors non, je n'ai pas répondu. Je les ai juste laissés s'asseoir dans le même silence qu'ils avaient autrefois utilisé comme une arme contre moi. Et maintenant, ils leur hurlaient dessus. Je n'ai prévenu personne que je revenais. Pas d'avertissement, pas de grande rentrée, pas de notes scotchées sur un pare-brise, juste la route. L'autoroute semblait plus petite, comme si j'avais grandi et que le monde n'avait pas suivi. Je n'ai pas pris de bagages, seulement un gobelet de café de station-service et le genre de calme qui vient quand on a finalement décidé qu'on ne devait rien à personne. Je me suis garé dans l'allée comme un fantôme revenant sur les lieux de son propre meurtre. Le même béton fissuré. Le même carillon avant, auquel il manque une note. Mais la maison avait l'air différente présentement. Plus petite, fatiguée, comme si elle savait qu'elle avait été exposée. Je suis entré. La porte grinçait toujours. Elle a toujours grincé. Mais personne ne l'avait huilée. Pas depuis moi. À l'intérieur, c'était calme, pas paisible, pas accueillant, juste vide. Blake était sur le canapé en sweat à capuche, un bol de céréales dans une main, une manette de jeu dans l'autre. Il leva les yeux, se figea, la bouche légèrement ouverte comme s'il allait. Greg regardait un cerf entrer dans son salon avec un pied de biche. Greg, je n'ai pas répondu. Pas même cligné des yeux. Juste hoché la tête une fois, à peine, et continuer mon chemin. Passer la cuisine avec laquelle le carrelage que j'avais posé à la main était encore ébréché à cause de la cascade accidentelle de Blake avec une chaise. Passer le placard du couloir où je gardais le matériel anti-tempête dont ils ignoraient probablement l'existence, descendu les escaliers du sous-sol lentement et régulièrement, comme si je descendais dans les os d'une vie que j'avais déjà enterrée. La lumière de l'atelier a vacillé quand je l'ai allumée. L'air sentait la poussière, l'humidité et la négligence. Mon coffre à outils était exactement là où je l'avais laissé, bien que quelqu'un ait essayé de le déplacer, des rayures grossières sur le sol. Des idiots qui n'avaient même pas débloqué les roulettes. J'ai ouvert les tiroirs, tout était encore en ordre. Le système métrique à gauche, le système impérial à droite. Les clés dynamométriques enveloppées dans des chiffons comme si elles avaient sacré. J'ai pris tout le coffre. L'est fait rouler jusqu'aux escaliers. Ensuite, j'ai décroché 3 photos encadrées du panneau perforé. Une de Cheryl lors de notre voyage à Acacia avant les garçons. Une des garçons pêchant avec moi,
souriant sincèrement. Et une de mon père et moi en train de souder, des étincelles derrière nous, sa main sur mon épaule. Enfin, j'ai ouvert le vieux coffre de l'armée vers sous l'escalier et j'ai sorti l'étui en velours avec mes médailles de l'Air Force. Toujours scellées, intactes. Personne ne m'en a jamais parlé. J'ai regardé la pièce une dernière fois, j'ai pensé à laisser quelque chose de spectaculaire, une note, un message, une métaphore. Mais non, ils n'ont pas mérité de conclusion. J'ai monté le coffre, une marche à la fois. Blake regardait depuis le salon, toujours figé, cuillère à moitié en chemin vers sa bouche, les yeux grands ouverts, silencieux. Il n'a pas bougé, n'a pas parlé. Bien. Je suis sorti par la porte d'entrée, sans la claquer, sans me retourner. Je n'en avais pas besoin, car ce n'était pas un adieu. C'était un inventaire, et je venais de prendre tout ce qui m'avait appartenu. Elle est entrée par le garage, comme toujours, cherchant ses clés, marmonnant à propos de la circulation, les bras chargés de sacs d'épicerie en plastique. N'ai rien remarqué au début. Le ronronnement du réfrigérateur, le scintillement de la lumière au plafond que je lui avais dit qu'il faudrait remplacer il y a des mois. Le rythme habituel d'une maison qui prétendait encore avoir un pouls. Puis, elle l'a vu sur la table. Mon écriture sur le devant de l'enveloppe. Soignée. Incomparable. Elle ne l'avait pas vu depuis des semaines. Elle a laissé tomber les sacs. L'un d'eux s'est déchiré. Des pommes ont roulé sur le sol. Un pot de sauce tomate a éclaté près de la plainte, du rouge se répandant comme dans une scène de crime. Mais elle n'a pas remarqué. Elle est restée là, à le regarder comme s'il pouvait disparaître si elle clignait des yeux. Finalement, elle a bougé, s'est assise lentement, comme si la chaise pouvait la rejeter. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, un chèque à son nom. La moitié de la valeur du garage encaissée sans problème. Pas de jeu, pas de conditions. En dessous, l'acte de propriété de la maison cédée. Pas d'avocat, pas d'échappatoire. Et en bas, une simple note sur du papier ligné, le genre que j'utilisais pour écrire des listes de courses quand nous faisions encore semblant d'être une équipe. On pouvait lire, tu as dit excuse-toi ou pars. J'ai choisi de me souvenir de qui j'étais avant de supplier qu'on me voie. Pas de signature. Elle l'a fixé du regard. Puis encore. Le chèque a flotté de sa main. L'acte de propriété a glissé sur le sol. Et Cheryl, qui n'avait jamais pleuré devant les garçons, qui avait dit un jour que le chagrin n'était que du théâtre au ralenti, s'est effondrée sur elle-même comme un bâtiment dépouillé d'acier. Elle a glissé de la chaise, ses genoux ont heurté le sol, sanglotant. Pas la version télévisée et polie des larmes. Pas une seule belle goutte le long d'une joue. C'était des pleurs moches. Le genre qui vous étouffe. Le genre qui ressemble à quelque chose de sauvage essayant de se frayer un chemin hors de vous parce qu'elle a enfin compris. Je ne la punissais pas. Je ne demandais pas pardon. Je n'étais même plus en colère. Je m'étais juste retiré tranquillement, complètement. Et elle ne saurait jamais le moment exact où c'est arrivé, seulement que c'était bien avant le dîner, bien avant l'ultimatum, bien avant qu'elle ne pense avoir le pouvoir de me dire de quel côté la porte devait s'ouvrir. La remise n'était pas plus grande qu'un garage pour 2 voitures avec un bardage déformé et un toit en tôle qui gémissait chaque fois que le vent changeait d'avis. Parfait. J'ai mis une pancarte peinte à la main. Répare. Pas de chichi, pas de logo, juste la vérité. En quelques jours, les habitants ont commencé à se présenter. D'abord, c'était le vieil homme rude avec un grille-pain qui ne marchait plus depuis 2011. Ensuite, Massy, qui tenait le restaurant, a apporté un tabouret bancal. Puis 2 adolescents dont la tondeuse à gazon avait avalé un lacet et s'était détruite. Je n'ai rien fait payer au début. Je n'en avais pas besoin. Ils ont laissé des tartes, des bocaux de cornichons, des boîtes de pièces qu'ils avaient trouvées dans les granges de leur grand-père. C'était plus cassé. À la 3e semaine, les enfants m'avaient surnommé Monsieur G. Je les ai laissés traîner après l'école, je leur ai appris à faire la vidange, à dénuder des fils, à réparer un pneu sans l'aggraver. Ils écoutaient comme si j'étais un prophète. Non pas parce que j'étais bruyant, mais parce que je ne parlais pas juste pour m'entendre parler. Certains jours, nous ne réparions rien. Nous restions seulement autour de l'établi et faisions passer un thermos de Toubé, parlant de la façon dont le monde était construit au lieu d'être remplacé. Le soir, je fermais à clé et je descendais jusqu'au lac. Le même lac, le même banc, toujours tordu, toujours à moi.
Je m'asseyais avec mon thermos, le vrai cette fois, du café noir avec un peu de bourbon. Si la journée avait été longue, les étoiles ici ne clignotent pas derrière la brume de la ville. Elles nous fixent juste en retour. Honnêtement. J'éteins mon téléphone avant même d'atteindre le sentier. Je n'ai pas bloqué le numéro de Cheryl. Cela lui aurait donné une alerte. Non, je l'ai laissé non bloqué. Je voulais qu'elle parle dans le vide. Chaque semaine, quelques messages vocaux arrivaient. Certains commençaient formellement. Bonjour, Greg. Je prends juste des nouvelles. Puis venait la culpabilité. Nous avions tous tort. Tu nous manques. Puis le marchandage. S'il te plaît, appelle au moi. Et n'est-ce une fois. L'un s'est terminé par un silence suivi d'un sanglot. J'ai gardé celui-là seulement pour me souvenir de ce que ça fait quand quelqu'un apprend trop tard la valeur d'une personne. Je n'ai jamais répondu parce qu'il y a une cruauté plus profonde que les cris. Plus chirurgicale que la vengeance. C'est l'absence. C'est prendre toutes les choses que vous aviez l'habitude de donner librement à votre temps, votre présence, votre volonté d'expliquer la même putain de choses 3 fois parce qu'ils n'ont jamais écouté les 2 premières et de les enfermer. Pas derrière la colère, mais la paix. J'ai construit quelque chose ici. Quelque chose qu'ils ne toucheront jamais, ne ruinera jamais, ne rejetteront jamais avec un demi-rire et un haussement d'yeux. Je suis devenu une histoire dans leur maison, une mise en garde, une ombre qui avait l'habitude de réparer les choses. Et maintenant, je répare ce que je choisis de réparer. Et quand j'ai terminé, je n'allume pas la lumière du Porsche, je ne vérifie pas mon téléphone, je n'attends personne. Je m'assieds juste dans le calme que j'ai mérité. Parce que certaines personnes ne méritent pas de conclusion. Elles méritent de se demander pour toujours.